Bonjour, alors je vous propose donc de vous préparer pour vous représenter le chapitre sur la chimie du vivant, plus spécifiquement la deuxième partie de ce chapitre. Donc je vous propose de vous préparer pour faire un petit voyage dans le monde des macromolécules, dans le monde des grandes molécules du vivant. Alors pour cela, avant de commencer ce voyage, je vais vous proposer déjà de commencer par vous poser. Donc pour vous poser, vous pouvez déjà commencer par accueillir les sensations qui existent en vous. Peut-être en fermant les yeux si ce n'est déjà fait. Et puis vous pouvez tout simplement prendre conscience de vos points d'appui, des appuis au niveau des pieds, au niveau des jambes. Vous pouvez prendre conscience des appuis qui existent au niveau de la région de votre tronc, ressentir ces appuis, leur position, leur étendue. Et prendre conscience aussi des appuis qui existent à présent au niveau de vos bras, donc depuis les épaules jusqu'au bout des doigts, avec peut-être des contacts entre vos mains et d'autres parties de votre corps. Conscience en tout cas de ces points d'appui, de ces points de contact. Et puis vous remontez, vous prenez conscience des appuis au niveau de la région de votre cou, de votre tête. Aussi bien que vous avez conscience finalement des appuis qui existent partout dans votre corps, du bout des pieds jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de la tête. Et peut-être que cette prise de conscience toute simple vous permet de commencer à vous poser tranquillement. Peut-être que vous pouvez sentir la détente au niveau de votre tête, sentir l'arrière de la tête qui se relaxe, le visage qui fait de même. Conscience donc de tous les muscles du visage qui se posent, qui se relaxent. Le front, les yeux, les tempes, les pommettes, l'ensemble des joues jusqu'aux oreilles, mais aussi le nez, la bouche, le bas des joues et le menton. Donc conscience de la détente de l'ensemble de votre visage et conscience de la détente de l'ensemble de votre tête. Peut-être qu'ensuite vous pouvez aussi installer la détente dans votre cou, détente de votre nuque, de votre gorge, tranquillement, agréablement. Puis vous sentez la détente qui arrive au niveau de vos épaules, qui se relaxe tranquillement. Et cette détente qui gagne la région de vos bras, le premier segment des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, et enfin les mains se posent tranquillement. Vous sentez les muscles de vos deux bras qui sont relaxés, détendus agréablement. Et puis vous poursuivez, vous installez la détente à présent dans toute la région du tronc, détente de la région thoracique, détente de la région abdominale, détente de la région pelvienne. Conscience donc de tout le tronc qui se pose, se relaxe de façon très agréable, très confortable, des épaules jusqu'au bassin. Et puis vous allez continuer à installer cette détente au niveau de vos jambes, détente des cuisses, des genoux, de la région des mollets, des chevilles et enfin des pieds. Conscience de la détente de vos deux jambes, une détente très agréable, très tranquille qui s'installe dans vos jambes. Et avec cette détente que vous venez d'installer dans vos jambes, vous pouvez prendre conscience du fait que finalement c'est l'ensemble de votre corps qui est relaxé, détendu,
toujours très agréablement. Peut-être conscience de votre détente à travers votre respiration, une respiration calme, tranquille. Et vous prenez conscience de cette détente, de votre état de détente. Et justement, dans cet état de détente, je vais vous proposer de revoir le cours, revoir les représentations que vous avez construites dans votre tête, sur votre écran mental. Peut-être que vous pouvez commencer en prenant conscience de monomères, des petites molécules qui sont communes à tous les êtres vivants, qui peuvent s'associer ensemble et former des molécules plus importantes, plus grandes, plus grosses, des macromolécules, qui vont avoir des nouvelles propriétés et qui sont parfois très originales, si bien qu'elles peuvent être différentes, à la fois d'une espèce à l'autre, mais aussi d'un individu à l'autre. Donc vous voyez ces monomères qui peuvent former des polymères à travers des réactions de polymérisation et qui peuvent aussi, les polymères, redonner les monomères à partir de réactions de dépolymérisation. Et puis vous pouvez peut-être commencer à approcher d'un peu plus près ces polymères. Peut-être que vous pouvez les voir, peut-être que vous pouvez voir des lipides, des glucides, des protéines, ou encore des acides nucléiques. Peut-être que vous pouvez les faire passer sur votre écran mental, peut-être que vous pouvez vous attarder sur les lipides. Vous pouvez voir une molécule qui est un lipide. Et ce lipide, eh bien, vous pouvez constater qu'il a une forme particulière, mais ce que vous voyez en premier lieu, c'est ce qui caractérise tous les lipides. Vous vous représentez justement l'hydrophobie associée aux lipides. Le fait que tous les lipides sont des molécules hydrophobes, donc des molécules qui sont insolubles dans l'eau, mais qui peuvent être très variées sur le plan de leur construction, si bien que les lipides peuvent assurer tout un tas de fonctions à l'intérieur du corps, créer des compartiments, stocker de l'énergie, avoir une fonction de protection thermique ou mécanique, contribuer à la signalisation chimique, donc à la communication, et avoir aussi des implications dans le métabolisme. Donc vous voyez ces lipides hydrophobes aux constructions diverses qui peuvent assurer toutes ces fonctions diverses et variées. Et puis vous pouvez peut-être les approcher de plus près encore et voir différentes familles de lipides. Peut-être que vous pouvez commencer avec les acides gras. Les acides gras, donc ces molécules qui peuvent être assez longues, qui à une extrémité vont porter un groupement carboxyle, donc un groupement acide, et à leur autre extrémité vont porter tout simplement un carbone qui tient des hydrogènes. Donc vous pouvez voir cette molécule, cet acide gras, cette chaîne de carbone assez longue. Peut-être que vous pouvez voir la manière dont les carbones sont attachés les uns aux autres. Parfois, ils ne présentent que des liaisons simples. Vous vous souvenez alors que dans ce cas-là, on peut dire qu'ils sont saturés parce qu'ils ne peuvent pas accueillir d'autres atomes. Et ces acides gras qui n'ont que des liaisons simples, eh bien on va surtout les observer chez les animaux. Et ils vont donner en fait des substances qui vont plutôt être solides à température ambiante, qu'on va du coup plutôt appeler des graisses. Et puis à côté de ces chaînes de carbone, vous pouvez en voir qui sont un peu particulières, qui sont insaturées, c'est-à-dire qu'elles vont posséder, ces chaînes de carbone, des liaisons doubles. Parfois il n'y en a qu'une, on dit qu'ils sont monoinsaturés, parfois il y en a plusieurs, on va dire que la chaîne est polyinsaturée. En tout cas, vous voyez ces liaisons doubles. Vous voyez aussi qu'autour de la liaison double, les atomes peuvent se répartir différemment. Une forme cis ou une forme trans, mais dans les êtres vivants, vous voyez que la forme qui s'observe, c'est la forme cis. Et puis, vous repensez peut-être à la façon de nommer, de dire où se trouve la liaison double. Vous pouvez voir donc cette longue chaîne de carbone, le groupement COOH d'un côté, le groupement CH3 de l'autre. Et soit vous partez du groupement COH,
soit vous partez du groupement CH3 pour nommer le positionnement de la liaison double. Donc soit vous allez utiliser le delta, soit vous allez utiliser l'oméga. Et puis ces acides gras qui ont une chaîne carbonée insaturée, eh bien, vous vous souvenez que ce sont des acides gras que l'on trouve surtout dans les végétaux et qui vont être des substances qui vont être plutôt liquides, c'est-à-dire plutôt huileuses à température ambiante. Et ces substances huileuses, donc ces acides gras aux chaînes insaturées, eh bien, ils peuvent être modifiés. On peut chimiquement apporter de l'hydrogène. Et dans ce cas, les liaisons qui sont des liaisons doubles vont s'ouvrir puisque les carbones vont accueillir davantage d'hydrogène. Et donc à ce moment-là, quand ces chaînes carbonées sont hydrogénées, eh bien, on va obtenir des substances qui ne seront plus huileuses mais qui seront plutôt solides. Et je vous avais dit, c'est comme ça qu'on forme la margarine. Peut-être que vous pouvez associer justement cette margarine à l'hydrogénation de ces liaisons doubles. Et puis vous pouvez aussi prendre conscience du fait que ces acides gras que je vous ai proposé de vous représenter sous la forme d'une chaîne carbonée avec une extrémité où se trouve un groupement COH, peut-être que vous pouvez aussi vous souvenir qu'en fait ces acides gras ne sont pas des chaînes linéaires mais vont présenter certaines courbures. Donc vous pouvez peut-être les voir se courber sur votre écran mental. Et puis pour terminer avec les acides gras, vous pouvez aussi vous souvenir du fait que certains acides gras sont indispensables aux organismes. On les appelle acides gras essentiels, ça veut dire qu'il faut absolument qu'ils soient apportés par la nourriture, sinon l'organisme en manquera et ne pourra se développer, se maintenir normalement. Et je vous avais dit que ces acides gras essentiels sont l'acide linoléique, qu'on peut aussi qualifier d'acide 2-oméga-6, avec 2 liaisons doubles. Et puis il avait parlé aussi de l'acide alpha-linolénique, qui a 3 liaisons doubles, dont la première est sur le 3e carbone et qu'on peut qualifier de 3-oméga-3. Donc vous pouvez voir ces acides gras sur votre écran mental avec donc ces liaisons doubles, oméga 3, oméga 6. Et puis je vous propose de laisser de côté les acides gras pour explorer maintenant des molécules qui s'appellent les acylglycérols. Alors ces acylglycérols, je vous avais dit avant, on les appelait des glycérides. Et je vous ai dit que ces acylglycérols, ils vont correspondre à la rencontre entre un glycérol et puis 1, 2 ou 3 acides gras. Donc vous pouvez visualiser ce glycérol qui est un alcool avec 3 groupements OH. Et vous pouvez voir ce glycérol qui va s'attacher à 1, 2 ou 3 acides gras. S'il y en a 3, la molécule obtenue est un triacylglycérol, une molécule de réserve énergétique et de réserve de carbone. Et puis vous allez laisser les acylglycérols de côté pour vous tourner vers des molécules qui sont assez proches sur le plan de la structure, qui sont les phosphoacylglycérols. On les appelait avant phospholipides. Effectivement, vous pouvez voir que leur structure est assez proche. Vous reconnaissez le glycérol, vous voyez 2 acides gras associés au glycérol. Et puis vous allez aussi observer la présence d'un groupement phosphate collé à ce glycérol. Vous voyez ce groupement phosphate qui a une caractéristique particulière, puisqu'il a cette propriété d'être hydrophile. Et donc vous pouvez constater que ces phosphoacylglycérols, finalement, ils sont à la fois hydrophobes et à la fois hydrophiles. Et ces phosphoacylglycérols sont qualifiés d'amphiphiles. Ils ont cette double propriété, hydrophile et hydrophobe. Peut-être que vous pouvez aussi revoir sur votre écran mental cette représentation des phosphoacylglycérols sous forme un peu de tétard, avec une tête hydrophile et une queue hydrophobe. La tête hydrophile qui correspond au groupement phosphate et la queue hydrophobe à l'acide gras.
aux acides gras, aux 2 acides gras. Et ces phosphoacylglycérols, ces petits têtards, vous pouvez les voir se regrouper ensemble. Et puis vous pouvez voir donc cette chaîne se constituer et se coller à une autre chaîne, si bien que ce que vous voyez se former, ce sont 2 couches en fait de ces phosphoacylglycérols, de ces phospholipides, qui forment cette bicouche phospholipidique qui correspond finalement à l'interface, au contour en fait des cellules, qui correspond aux membranes cellulaires. Et puis on peut quitter ces phosphoacylglycérols pour explorer le cholestérol et ses dérivés avec les cholestérides. Vous vous souvenez, il s'agit d'un cholestérol qui va tenir un acide gras, qui va surtout être une molécule de réserve. Peut-être que vous pouvez aussi voir d'autres dérivés, les stéroïdes, qui sont des hormones, ou encore la vitamine D, une des 4 vitamines liposolubles, parmi les vitamines A, D, E et K. Peut-être que vous pouvez voir aussi un autre dérivé du cholestérol, qui correspond aux acides biliaires. Et puis, vous savez qu'il y a d'autres types de lipides encore, mais vous allez les laisser de côté, nous n'en avons pas parlé. Et nous allons nous pencher à présent sur les glucides. Donc maintenant, sur votre écran mental, vous pouvez faire apparaître des glucides, peut-être les monomères des glucides qu'on appelle des oses, qu'on appelle aussi des hydrates de carbone. Vous pouvez les voir avec leur chaîne carbonée, avec 3, 4, 5, 6 carbones, qui portent tous un groupement hydroxyle, et pour certains aussi, enfin pour un seul d'ailleurs, un groupement carbonyle. Donc vous pouvez voir l'allure de ces monomères, de ces monosaccharides, qui peuvent adopter une forme linéaire ou bien une forme cyclique, avec une forme cyclique qui ressemble à un hexagone ou une forme cyclique qui ressemble à un pentagone. Ces formes cycliques pouvant elles aussi adopter des formes différentes, une forme alpha ou une forme bêta. Et peut-être que vous pouvez penser à ces monosaccharides, les voir dans un miroir et constater qu'ils ne sont pas superposables à leur reflet dans le miroir, et que la forme naturelle pour ces monosaccharides, c'est la forme D et non pas la forme L. Vous pouvez voir peut-être les images des différents sucres que je vous avais présentés, le glucose, le mannose, le galactose, le fructose pour les monosaccharides à 6 carbones, et puis le ribose et le désoxyribose pour les monosaccharides à 5 carbones. Et puis peut-être que vous pouvez voir ces monosaccharides s'assembler et former des polysaccharides. Alors ces assemblages peuvent être courts, on peut avoir des assemblages seulement de 2 monosaccharides, on aura dans ce cas des disaccharides, avec le saccharose, le maltose, le lactose ou encore le célobiose. Et puis parfois, il y en a davantage avec les oligosaccharides, et parfois encore plus avec les polysaccharides, où là il peut y avoir de nombreux monomères associés les uns aux autres. Et peut-être que vous pouvez visualiser la cellulose avec tous ces glucoses bêta associés les uns aux autres. La cellulose qui est une molécule de structure pour les végétaux. Et puis peut-être que vous pouvez voir l'amidon ou encore le glycogène, qui sont des associations de glucose alpha, qui sont plus ou moins ramifiées. Le glycogène est plus ramifié que l'amidon. Et puis l'amidon qui est présent chez les végétaux ne se trouve pas chez les animaux. Chez eux, on trouve le glycogène. Et l'amidon et le glycogène sont des molécules de réserve d'énergie et de réserve de carbone. Avant de quitter ces glucides, peut-être que vous pouvez aussi apercevoir d'autres polymères, un peu différents parce qu'ils ne sont pas constitués que de sucre. Par exemple, les glycoprotéines, mi-glucides, mi-protéines, et puis les glycolipides, mi-glucides, mi-lipides. Vous quittez maintenant les glucides pour aller explorer les protéines. Vous
pouvez laisser apparaître sur votre écran mental une protéine qui est un polymère d'acides aminés. Et puis justement commencer à explorer ces acides aminés. Vous pouvez voir qu'il en existe de très nombreux en fait dans la nature, mais il y a seulement 20 acides aminés qui vont participer à la constitution des protéines. Seulement 20 acides aminés protéinogènes qui ont chacun un nom et une abréviation possible en 1 ou 3 lettres. Et puis vous pouvez voir la structure d'un acide aminé. Peut-être que vous pouvez zoomer sur un carbone particulier, le carbone alpha, et voir tout ce qu'il porte. Le groupement carboxyle, qui le fait entrer dans la classe des acides carboxyliques. Le groupement amine, qui le fait entrer dans la classe des amines. Le groupement hydrogène, et puis le radical, qui va donner ses propriétés à l'acide aminé. Vous pouvez constater aussi que cet acide aminé que vous voyez, que vous pouvez observer dans un miroir, eh bien, il n'est pas superposable à son image dans le miroir, et que les formes naturelles sont les formes L pour les acides aminés. Peut-être que vous pouvez aussi voir que dans les conditions cellulaires, les acides aminés vont avoir une forme ionique avec à la fois un côté anion avec une charge négative et un côté cation avec une charge positive. Vous vous souvenez du terme, ces molécules qui sont à la fois cations et anions et qui sont qualifiées d'amphions ou de zwitterions. Vous vous souvenez aussi que parmi tous ces acides aminés, certains sont essentiels, d'autres vont l'être conditionnellement. Et ces acides aminés qui sont les monomères, vous pouvez les voir s'associer les uns aux autres par des liaisons peptidiques, vous pouvez les voir commencer à constituer des chaînes dont les deux extrémités sont différentes. À une extrémité, vous voyez le groupement amine, l'extrémité N-terminale, qui va être le début de la chaîne, et puis à l'autre extrémité, vous pouvez voir l'extrémité C-terminale, qui va être la fin de la chaîne. Donc vous voyez ces acides aminés se lier les uns aux autres, finalement les protéines qui commencent à se constituer. Et justement, vous vous intéressez aux différents niveaux d'organisation des protéines. Vous pouvez voir cette structure primaire, la séquence des acides aminés, depuis l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale. Puis vous pouvez voir la structure secondaire par endroits. Dans cette chaîne d'acides aminés, il y a des formes tridimensionnelles qui seront adoptées. Une hélice alpha par-ci, un feuillet bêta par-là. Et puis si vous vous reculez, si vous dézoomez de cette protéine, peut-être que vous pouvez voir la forme tridimensionnelle globale de cette protéine qui est la structure tertiaire. Et pour certaines protéines, eh bien, il peut y avoir plusieurs chaînes d'acides aminés associées les unes aux autres. Et dans ce cas-là, on peut décrire une structure quaternaire. Et vous voyez donc ces chaînes qu'on qualifie de sous-unités qui sont associées donc les unes aux autres. Cette forme 3D, vous savez qu'elle peut être perdue si les conditions du milieu changent. Vous pouvez imaginer une protéine qui a une certaine forme et imaginer l'environnement de cette protéine qui change, la température qui change, le pH qui change, et constater que la forme 3D évolue. Il peut y avoir donc ce qu'on appelle une dénaturation, mais parfois suivie d'une renaturation si les conditions du milieu reviennent à leur état initial, mais parfois pas s'il y a une coagulation par exemple. Et puis vous pouvez penser maintenant aux différentes fonctions qui sont associées aux protéines, avec le mot qui correspond aux tâches associées aux protéines, aux tâches réalisées par les protéines. Vous pouvez voir des protéines qui assurent le transport dans le corps, d'autres qui sont des anticorps qui assurent la défense, d'autres qui contribuent à la contraction musculaire et donc au mouvement, d'autres qui sont des hormones, d'autres des enzymes qui accélèrent les réactions chimiques, et d'autres qui vont contribuer à la structure des cellules, à la structure des organismes. Et puis vous quittez maintenant les protéines pour vous pencher sur la dernière catégorie de macromolécules qui sont les acides nucléiques. Les acides nucléiques sont de deux types, l'ADN et l'ARN. Et plus simplement, ce sont des
polymères, des polymères de nucléotides, qu'on peut aussi appeler polynucléotides. Donc vous pouvez visualiser à votre manière ces polymères de nucléotides et peut-être vous intéresser plus spécifiquement à la structure d'un nucléotide. Peut-être que vous voyez le groupement phosphate du nucléotide, le pentose, c'est-à-dire le sucre à 5 carbones de ce nucléotide numéroté en 1', 2', 3', 4' et 5' pour les carbones. Et puis peut-être que vous pouvez aussi voir les bases azotées, cytosine, thymine, uracile, adénosine, guanine. Donc vous visualisez la structure d'un nucléotide. Peut-être que vous pouvez visualiser le nucléotide comme je vous l'ai montré, un petit rond pour le phosphate, un petit rond jaune, un pentagone avec une petite tige pour le sucre à 5 carbones, en orange, et puis en rose ou violet, les bases qui ont des formes un peu plus complexes, un hexagone ou bien un hexagone associé à un pentagone. Et puis vous décidez de vous intéresser à l'un des deux acides nucléiques, à l'ARN pour commencer. Et en explorant les nucléotides de l'ARN, vous constatez qu'il y a bien un groupement phosphate, qu'il y a bien un sucre à 5 carbones qui s'appelle le ribose, mais qu'il n'y a que 4 bases sur les 5. La cytosine, l'uracile, l'adénosine, la guanine, donc C, U, A et G. Et vous constatez que cet ARN est constitué donc d'une chaîne de nucléotides qui forment une sorte de brin, une sorte de demi-échelle dont le montant est constitué par le sucre et le phosphate, avec une extrémité 5' phosphate, une extrémité 3' OH. Et vous voyez sur ce squelette pentose phosphate les bases qui sont protubérantes et qui forment des demi-barreaux pour cette échelle. Et puis vous quittez l'ARN et vous allez explorer l'ADN. Vous vous intéressez là aussi en premier lieu aux nucléotides de cet ADN. Et là vous constatez qu'il y a bien un groupement phosphate, qu'il y a bien un sucre à 5 carbones, mais que ce n'est pas le même que pour l'ARN, ce n'est pas le ribose, c'est le désoxyribose. Il ressemble au ribose, mais a un groupement OH en moins. Et puis en regardant les bases qui sont possibles pour les nucléotides de l'ADN, vous constatez que ce ne sont pas exactement les mêmes que celles de l'ARN, puisque les bases possibles pour l'ADN sont la cytosine, la thymine, l'adénosine et la guanine, donc C, T, A et G. Donc vous observez ces nucléotides, vous reprenez un peu de distance et peut-être que vous voyez l'ADN avec ces deux brins, ces deux chaînes de nucléotides qui forment une échelle qui est complète, avec chaque demi-échelle de l'ADN, chaque brin qui a, comme pour l'ADN, un squelette de pentose et de phosphate, avec une extrémité 5' et une extrémité 3', donc 5' phosphate, 3' OH, avec les bases qui sont protubérantes. Et puis vous constatez que ces deux chaînes du nucléotide, eh bien, elles sont associées tête bêche en position antiparallèle et elles sont associées grâce à des liaisons hydrogènes qui vont prendre place entre les deux brins selon une certaine complémentarité qui existe entre les bases. Et vous pouvez voir ces associations particulières entre les bases, l'adénosine qui peut établir des liaisons hydrogènes avec la thymine, la cytosine qui peut établir des liaisons hydrogènes avec la guanine. Donc vous observez cette complémentarité AT d'un côté, CG de l'autre. Et puis vous regardez cette molécule d'ADN et vous constatez que finalement cette molécule ressemble à une échelle et que les barreaux correspondent à ces paires de bases, et en parcourant ces barreaux, vous pouvez vous imaginer en train de grimper le long de cette molécule qui a plus ou moins un nombre plus ou moins grand de paires de bases, qui va être parfois assez grand puisque la molécule peut faire plusieurs millimètres. En tout cas, vous constatez que les paires de bases ne vont pas être toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on a toujours AT et CG, mais on a une succession particulière, et la succession particulière finalement de ces lettres le long finalement d'une demi-échelle
eh bien, correspond tout simplement à un code. Un code qui n'est rien d'autre que l'information génétique. Un code qui est justement code pour l'ordre dans lequel les acides aminés des protéines doivent s'assembler pour constituer les protéines. Et donc vous voyez cet ADN, cette molécule géante qui a cette forme enroulée en spirale, cette molécule qui est une double hélice dont le diamètre est régulier. Et puis vous pouvez progressivement vous éloigner donc de cette molécule, la laisser s'estomper. Vous pouvez laisser s'estomper tous ces éléments que vous venez d'appeler, que vous venez de vous représenter sur votre écran mental. Et je vous propose tout simplement de revenir aux sensations qui sont les vôtres, revenir aux sensations de votre corps. Vous savez que toutes ces représentations, vous pourrez les retrouver quand vous le souhaiterez. Donc vous revenez tout simplement aux sensations qui sont celles de votre corps. La détente présente dans le corps, la sérénité. Et puis, vous prenez conscience du fait que vous avez peut-être envie de retrouver votre état d'éveil habituel et je vais vous proposer de remonter vers cet état d'éveil habituel, de faire une reprise vers cet état d'éveil habituel. Et pour cela, je vais vous proposer à nouveau, toujours les yeux fermés, de revoir la pièce dans laquelle vous êtes. La pièce, tous les éléments de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez aussi réentendre tous les bruits de la pièce. Et vous sentez que le fait de revoir la pièce, de réentendre les bruits, tout ça, ça vous permet de retrouver progressivement votre état d'éveil. Peut-être que vous avez envie de vous étirer, vous pouvez le faire à ce moment-là, étirer les bras, les jambes, vous pouvez commencer à bouger, vous pouvez aussi faire des grandes respirations si vous le souhaitez pour réénergiser l'ensemble du corps, pour retrouver tout le dynamisme de l'éveil. Et donc je vous laisse prendre le temps qu'il vous faut pour retrouver votre état d'éveil tranquillement à votre rythme.